Merci Madame la Présidente. Cette proposition de loi vise à encadrer la sous-traitance des personnels de ménage, en majorité des femmes, en mettant en place une égalité avec les salariés de l'entreprise donneuse d'ordre, pour le comité d'entreprise et les chèques vacances par exemple, et surtout les mêmes taux horaires, primes et ancienneté. Le but est que le recours à une société d'extérieur, pour le nettoyage notamment, ne signifie plus un dumping social. De plus, la proposition vise à surpayer de 50% les heures effectuées avant 9 h du matin et après 18 h afin d'éviter des horaires décalés et privilégier les pleins temps en journée plutôt que des mini-missions. De quoi et de qui parle-t-on? On parle de femmes invisibilisées, souvent méprisées et régulièrement maltraitées. La sous-traitance, c'est la maltraitance. Tel est le slogan entendu sur tous les piquets de grève nombreux ces dernières années qui se sont développés au cours des années. En 2017, les employés de l'entreprise Honnête qui s'occupe du nettoyage à la gare du Nord. En 2018, les femmes de ménage de l'hôtel de luxe Parc Hyatt, rue Vendôme. 87 jours de grève. Et jusqu'à aujourd'hui, les personnels de l'hôtel Ibis Batignolles qui demandent tous et toutes une revalorisation salariale, de meilleures conditions de travail et notamment l'intégration au groupe donneurs d'ordre, puisque les conditions de travail dans la maltraitance et le système même de la maltraitance est la source d'une dégradation à la fois du service qui est rendu, mais également des conditions de travail des personnels. On l'a dit, ce sont une majorité de femmes qui, dans des conditions de sous-traitance, subissent particulièrement la toxicité de l'emploi qui est le leur, des violences sexuelles et sexistes, des discriminations aussi pour celles et ceux racisés ou de nationalité étrangère, mais qui, depuis un certain nombre d'années, se mobilisent et s'organisent pour faire reconnaître leurs droits. Et cette proposition de loi se veut une modeste, un premier pas dans le sens de cette reconnaissance qui doit, au-delà des hommages et des reconnaissances formelles, se traduire désormais par des actes. Vous avez, chers collègues de la majorité, l'occasion de faire acte non seulement de reconnaissance, mais d'action politique au sens le plus progressiste du terme. Merci. Merci. Madame Obono, vous demandiez la parole? Oui, rapidement, puisque on entend souvent dans les examens des propositions de loi des groupes de la majorité un consensus pour dire qu'on a tous et toutes les mêmes objectifs, que tout le monde a à cœur de répondre aux problématiques qui sont posées. Mais au final, soit les textes sont complètement vidés de leur substance, soit ils sont rejetés au motif que la majorité prépare autre chose qui sera bien mieux et qui arrivera peut-être un jour prochain, c'est-à-dire au calendrier grec. Et je crois qu'à un moment donné, nous sommes au bout de 3 ans de mandat. Excusez-moi, madame, parce que là, on commence à passer dans l'examen des articles. Oui, justement. Donc maintenant, on va parler des articles. On va parler des articles. Là, vous faites une discussion générale. Là. Non, c'est pas une discussion générale. C'est très précis puisque je parlais justement du type d'amendement qui, au final, vide le texte de sa substance. Et après, on explique qu'il faut travailler de manière constructive. Et en fait, à un moment donné, il y a aussi une forme de violence à faire passer ce qui est en fait la remise en cause totale de ce qu'on porte et en fait concrètement l'action qu'on devrait mener vis-à-vis des personnes concernées pour de la bienveillance alors que c'est son contraire. Et je pense qu'à un moment donné, notre responsabilité, c'est d'agir et de... S'il vous plaît, Madame la Présidente, mais vous faites une deuxième DG. Vous avez demandé qu'on puisse intervenir. Parce que M. Taché représente un groupe et je lui ai passé la parole parce que vous n'avez pas encore eu la parole. À la représentante de la République En Marche qui avait déjà... Alors allez-y, continuez. Oui, si vous m'aviez laissé terminer et ne m'aviez pas interrompu, j'aurais terminé déjà et mon propos aurait été aussi court, Madame la Présidente. Donc, si vous permettez que je termine et que j'appuie le propos du collègue Ruffin, y compris la passion qu'il a mis à réagir, parce qu'à un moment donné, c'est se foutre de la gueule du monde que Oui, je le dis, parce que la réalité, c'est que vous n'avez rien fait. Ça fait 3 ans. Bien. Alors, merci, Madame Obono, ça suffit. En grève depuis des mois. Je vais passer la... Alors, Adria Catanins.
Présidente, pour 2 minutes, merci. Sans interruption si possible. Si vous faites dans les 2 minutes, il n'y a aucun problème. Donc, à partir de maintenant, 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Donc, si je comprends bien la stratégie de la majorité, après un grand blabla œcuménique, vous avez donc rejeté l'article 1er, donc un des principaux articles du texte, que vous souhaitez faire remplacer par un article additionnel qui renvoie donc à plus tard, et ce qui se traduit en fait par le fait que vous vous défaussez complètement de vos responsabilités, en estimant que la négociation collective dans le secteur est si fantastique que ça, que les grèves des 3-4 dernières années n'ont jamais existé. Les grévistes de l'Ibis-Batignolles qui, au bout de 8 mois, sont encore à tenir le piquet de grève, après les mobilisations sur les retraites, après la crise sanitaire, n'ont, de votre point de vue, aucune espèce d'importance ou aucun sens du bienfait du dialogue social, parce qu'elles n'auraient pas compris que c'est dans ce rapport-là qu'elles ont pu être en satisfaction, notamment une de leurs revendications, qui est d'être intégrées au groupe, et donc de remettre en cause le rapport de la sous-traitance. Et donc, voilà l'expression du problème et de la raison pour lesquelles cette discussion et mon interpellation de tout à l'heure, Madame la Présidente, avaient du sens avant l'examen des articles. Donc, avant que vous rejetiez les uns après les autres le cœur même de cette loi et que vous la vidiez de toute son importance, avec le sourire, de la bienveillance et un esprit tellement constructif que ça va se traduire par rien du tout. Alors qu'on est dans une situation d'urgence sanitaire, où ces personnes-là jouent un rôle fondamental, y compris dans la crise du Covid, d'urgence sociale et économique, où ce sont les travailleurs et travailleuses notamment qui sont les plus précarisés et qui vont encore l'être dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et vous répondez par « on verra ça plus tard » et on se donne des satisfaits pour dire « on a débattu et vous êtes bien gentils, mais on revoit ça plus tard ». Je trouve que c'est complètement irresponsable. Enfin, je rejoins l'avis du rapporteur parce que là, vraiment, alors on peut toujours dire on est constructif, etc., mais je ne comprends pas la logique. D'ailleurs, quand la majorité explique qu'il faut donner la place au dialogue social, etc., et qu'ensuite qu'elle présente cet amendement en disant on va obliger à ce que les choses se mettent en place, ça signifie bien qu'il y a peut-être un problème dans le dialogue social, d'une part. Donc, si cet amendement, vous considérez que là, il y a une obligation qui est nécessaire, peut-être que l'ensemble de la loi et des propositions que nous avons faites et que vous avez rejetées pour ce qui est de l'article 1er et de l'article 3, qui sont quand même des éléments structurants de la loi, serait nécessaire. Donc, dans vos explications de vos rejets et votre présentation du dialogue social comme étant l'alpha oméga, on voit bien que là, il y a une petite contradiction. Et par ailleurs, vous qui chantiez les louanges des conventions collectives, l'article 3 que vous avez rejeté, inscrivait précisément un certain nombre de cadrages, comme l'a indiqué le rapporteur, dans le cadre des conventions collectives. Et donc, il s'agissait de partir de ce qui existe, du cadre négocié, et de l'amener vers le mieux-disant, comme se poser la question de comment est-ce qu'on peut procéder dans ce type de démarche, notre collègue. Voilà une démarche qui s'inscrit dans ce qui a été acquis et qui va vers du mieux-disant pour les salariés, ce que vous avez encore rejeté. Donc là, on voit à nouveau la totale hypocrisie des arguments de la majorité qui vide complètement un texte de sa substance et qui vide complètement, en vérité, le débat de tous les éléments qui pourraient le rendre concret et réel et se traduire par une amélioration concrète pour la vie, les conditions de travail, mais aussi les conditions de vie de ces salariés, dont de toute évidence, à part des formules creuses, merci, vous n'avez absolument rien à faire. Merci. Charles. 13, monsieur le rapporteur. Oui. Je souhaite que les questeurs remettent chaque année au bureau de l'Assemblée nationale un rapport sur la situation des femmes et des hommes de ménage intervenant à l'Assemblée nationale et que ce rapport soit transmis à l'ensemble des députés. J'en profite pour dire mon regret de ne pas vous avoir pu auditionner la question
sur les conditions de travail à l'Assemblée nationale. Et il me semble que ça aurait été quand même le minimum des choses quand on est employeur que de venir s'expliquer sur les conditions d'emploi dans l'institution. Merci, Madame Maubono et Madame de Vaucouleurs. Non, j'aurais appuyé cet amendement, et tant mieux si la majorité le vote, parce que de fait, la situation actuelle des personnels de ménage, des femmes de ménage, suite notamment aux perturbations depuis le mouvement des retraites, et puis sur le Covid, est encore plus difficile. C'est des témoignages que vous devez avoir, chers collègues, si vous croisez ces personnels et discutez avec elles, notamment, et eux. Et donc, je crois qu'il y a une exigence d'exemplarité, pas juste symbolique, mais réelle et concrète, à ce que à l'Assemblée nationale, les meilleures conditions de travail et de rémunération soient garanties et accordées à ces personnels essentiels. Madame Bono. Oui, moi je suis vraiment très contre ce changement de titre, parce que je pense que ça traduit aussi une manière de vouloir façonner la réalité et la compréhension de la réalité. C'est-à-dire qu'enlever le terme de maltraitance, c'est une manière de dire que la maltraitance n'existe pas, en fait. Si on a proposé cette loi, si sur les piquets de grève, les slogans qui sont repris par les personnes concernées, c'est sous-traitance égale maltraitance, c'est justement pour ça, on devrait partir de cette réalité-là, de ce que disent les personnes concernées, les personnes à qui cette loi est censée s'adresser pour améliorer leur quotidien. Et elles le disent, et toutes les études qui sont menées depuis 20 ans sur le sujet le disent, que la dégradation des conditions de travail, du service, le développement, par exemple, des maladies nosocomiales à l'hôpital est lié et corrélé avec le développement de la sous-traitance dans ces secteurs. La question des violences sexuelles et sexistes, la question des discriminations, etc. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans les grands groupes ou dans le service public, mais le système de sous-traitance est générateur de maltraitance. Et ça, si on ne le dit pas, en fait, en prétendant vouloir polisser les mots et rendre plus agréable et ce faux consensus qui n'existe pas dans la réalité, en fait, on veut changer la réalité qui est celle de ces personnes-là. On veut changer cette violence-là en effaçant le mot, mais sans faire en sorte que la réalité change vraiment. Donc je suis vraiment contre enlever le terme de maltraitance. Contre à la question de la féminisation, moi je suis en faveur du fait de genrer les termes, y compris les termes administratifs tant qu'il faut. Par contre, je pense que là aussi, c'est une manière d'invisibiliser en fait la réalité de ces métiers, le fait que ce sont très largement des femmes qui, y compris, s'identifient comme des femmes qui font le ménage. Et donc là aussi, je crois que c'est... je suis moins contre. Alors, Madame... Je mets aux voix l'ensemble du texte modifié. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Vous êtes contre votre texte? Ah, d'accord, bien. C'est original. Alors, la proposition de loi est adoptée contre son gré. Attendez, faut pas se moquer de moi non plus quand même. Non, mais vous ironisez sur « Ah bah c'est la première fois et tout ça ». Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez pas entendu dire ça déjà. Je dis vous votez contre, point final. Oui, je vote contre ce texte. Vous votez contre votre propre texte. Mais attendez, faut pas se moquer de moi là. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce que vous venez de faire? Ouais, oulala. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de vider complètement le texte. Moi, j'avais deux mesures. Un, c'était on survalorise les heures tôt le matin et tard le soir. Vous l'avez viré. C'était les conditions de salaire à l'intérieur de l'entreprise sont les mêmes pour le sous-traitant. Vous l'avez viré. Vous changez le titre. Il n'y a plus parlé d'encadrement. Il n'y a plus parlé de sous-traitance. Il n'y a plus parlé de maltraitance. Et à la fin, ça serait supposé être mon texte. Mais vous rien du tout, vous éliminez tout, vous faites les ponces pilates, vous renvoyez ça à la négociation collective.
entre les syndicats et les patrons qui n'avancent pas. Et vous venez de me dire qu'à la fin, ça devrait être mon texte, que je devrais aller dans l'hémicycle pour défendre ce zéro absolu. Mais oui, je parle avec colère parce que c'est quoi? C'est que les gens vont continuer à se lever à 4 heures du matin pour venir travailler ici, être payés 3 heures à 10 € et repartir à 13 heures. Et ça va continuer. Et avec tous vos beaux mots, toutes vos belles intentions, toutes vos incantations, vous laissez faire ça. Merci. Interruption de séance en attendant la prochaine proposition de loi. Merci.